Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'étranges et de super pouvoirs, bienvenue dans cette Strip Track TV spéciale bande dessinée Chimère, les Brigades Chimériques, c'est le titre de ces 6 volumes que j'ai là entre les mains, et ça appartient à Monsieur Christophe, qui est le spécialiste des BD d'ici. Comment ça va, Monsieur Christophe? Très bien, merci de me recevoir pour qu'on puisse parler de cette formidable série. Et nous devrions intéresser non seulement les passionnés de bande dessinée, mais aussi ceux du jeu de rôle, car la Brigade Chimérique est aussi un jeu de rôle. Et c'est dingue parce que quand je me suis mis à lire les premiers volumes, parce que j'ai commencé à entamer la série, je me suis dit, putain, ça ferait un super univers de jeu de rôle. Et paf, exaucé. C'est dingue. Donc, les Brigades Chimériques, c'est signé Serge Lehmann, Fabrice Collin, Gess et Céline... Gess. Ah, tu dis Gess. C'est Gess. Et Céline Bessonneau. Bessonneau, tout à fait. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est des Donc, les illustrateurs et Collin sont tous les deux les scénaristes. Ok. Et Gess et Céline Bessonneau sont les illustrateurs, dessinateurs, coloristes. Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas le même trait qu'on a. Hein, ça dépend des cases et tout ça. C'est ça qui est assez rigolo. Donc, le propos est extrêmement simple. C'est les Brigades Chimériques. Hein, donc, c'est un truc un peu comme ça. Et c'est quoi? Ça se passe fin 19e, début 20e carrément, septembre 38. Voilà, l'histoire, elle se passe en septembre 38. Mais à la base, le thème même de l'histoire, déjà si je te parle des super-héros, tu vas parler de qui, toi? Moi, je vais parler de Super Dupont, de Batman, Superman, Spider-Man. Voilà, que des super-héros américains qui sont acceptés pour Superman, qui a été créé en 1933. Si tu parles de Batman, si tu parles de Flash, de Captain America, ce sont des super-héros qui sont tous américains et qui ont été créés en 1939 ou 1940. Et qu'est-ce qui se passait avant? Eh bien, les super-héros, ils étaient européens. Alors, certains sont restés, on les connaît encore. Hein. Arsène Lupin, tu le connais. Fantomas, on connaît, et encore par un film qui est un peu catastrophique par rapport à l'œuvre originale. On connaît Sherlock Holmes, qui étaient les super-héros de l'époque, en tout cas parce qu'on avait, c'était la littérature fantastique, c'était pas du comics, c'était pas de la bande dessinée, c'était de la littérature fantastique. On les appelait pas des super-héros. Mais c'était une littérature fantastique avec des extraterrestres parfois, avec du fantastique, et il y avait des vrais super-héros qui étaient Félifax, que tu ne connais certainement peut-être pas, le Nyctalope, pardon, tu avais Passe-Muraille, l'homme truqué, etc. Et tous ces personnages-là, on n'entend plus parler, et toute la littérature a un peu disparu en 1939, pendant la Seconde Guerre, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et la Brigade Chimérique nous explique pourquoi ces super-héros qui étaient européens et qui sauvaient l'Europe, des différents dangers, parce qu'il y avait des super gentils, mais il y avait en face des menaces. Hein, il y avait des menaces. Les menaces sont pas arrivées en 1939 avec les nazis, puis les extraterrestres après. Les extraterrestres existaient déjà. Bien avant. L'île de Pâques, les temples mayas, tout ça. Et donc, tous ces qui sauvaient l'Europe, eh ben, c'était des super-héros qui ont disparu. Et la Brigade Chimérique nous explique pourquoi et comment. Et donc, ça se passe, c'est ça qui est rigolo, ça se passe à Paris. Tout à fait. Hein, dans les années les plus prestigieuses de ce qu'était Paris. C'est pour ça que je disais fin 19e, début 20e, parce que moi j'ai un faible pour tout ce qui part de 1850 à 1950. Voilà. Toute la culture, la littérature, tous les artistes, tout ce qu'on pouvait inventer, innover, y compris la révolution industrielle, etc. Et ça se passe dans cette époque-là. Tout à fait. À ce moment-là. Et on va croiser dans cet univers, outre les super-héros, des tas de personnes et de mouvements artistiques qui, si on a un peu de culture et qui sont intéressés à cette époque-là, les surréalistes, les dadas, tout y est, on les croise tous, Pierre et Marie Curie, ils ont tous un rôle à jouer, et c'est ça qui est absolument extraordinaire et intéressant au niveau historique. C'est génial, moi j'adore toutes ces petites touches comme ça où on te replace des personnages qui ont vraiment existé dans un contexte qui, lui, purement fictif, et on s'appuie là-dessus pour faire des expériences. Et d'ailleurs, Marie Curie est très importante dans la bande Marie dessinée. Curie est un personnage essentiel. Alors, tu parlais de Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris était à l'époque la capitale un peu de la culture au niveau européen. Il y avait artistique, scientifique, dans tous les domaines. Vraiment, Paris était un élément très très important. Et donc, du coup, on y croise effectivement André Breton, on parle de Dali, on parle effectivement de Marie Curie, qui est décédée lors de la Brigade Chimérique, mais on a Irène et Frédéric Joliot-Curie.
Donc tous ces éléments-là vont créer l'univers et vont expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Voilà. Par exemple, j'ai une petite case où on voit bien, hein, à un moment donné, ils voient une exposition des surréalistes, hein, l'exposition internationale. On voit les rues de Paris avec les voitures, etc. Et là, on voit des personnages célèbres, on voit des installations, Duchamp, tout ça, qui traînent dans les parages, toutes les inventions modernes qu'il peut y avoir, etc. Et tout ça teinté de surréalisme, puisque là, par exemple, c'est le passe-muraille qui va cambrioler. Les locaux du Nyctalope. Là, on voit, c'est Montmartre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à côté, eh bien, on voit que sous la butte, à l'intérieur, il y a des tas de trucs secrets qui s'y passent. C'est-à-dire que les méchants, comme dans Blumfeld dans James Bond, là, c'est à Paris et c'est pas la même époque. Et le contexte historique est vraiment absolument génial. Alors après, je ne sais pas jusqu'où on va, parce que j'ai lu que les 3 premiers épisodes. On peut expliquer un petit peu le contexte. D'ailleurs, on va peut-être le montrer avec on a une grande carte. Alors c'est quoi ça? Parce que là ça c'est les 6... Donc là, la page de garde est la même pour les bandes dessinées que pour le livre, le jeu de rôle. Mais là, cette carte-là, elle explique un peu le contexte. Ça, c'est le jeu de rôle que tu as amené là. Ça, c'est le jeu de rôle. On a tout. On a à la fois les bandes dessinées et le jeu de rôle. Mais tu vois, pour expliquer un peu le contexte, voilà, qu'est-ce qui se passe? On est en septembre 1938. Marie Curie est décédée depuis 5 ans. Marie Curie est un personnage très important. C'est un peu le Docteur X des X-Men. Exactement, oui, c'est Parce ça. que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu la guerre de 14. Et avec la guerre de 14, on est à l'époque des super scientifiques, la découverte du radium. Et avec la guerre de 14, les découvertes scientifiques, les gaz, le radium, etc., des super pouvoirs sont apparus. Et donc des super hommes, des super héros sont apparus, ou des super vilains aussi. Et donc pendant toutes les années folles, de 1914 jusqu'aux années 30, on a tout un combat qui se fait en Europe. Et donc ça, c'est la littérature de l'époque, la littérature fantastique. Ça fait ouvertement référence à la littérature fantastique, donc où les romans de l'époque parlaient d'hommes qui allaient sur Mars, sur la Lune, sur Vénus, des attaques extraterrestres en Europe, des combats avec Docteur Mabuse et les grands combats, donc le Nyctalope, etc. Et donc Marie Curie est la personne qui arrive à concentrer. Elle a créé l'Institut du Radium et elle a réuni tous les super-héros autour d'elle. Et donc eux, ils protègent l'Europe. Sauf qu'elle est décédée. Elle laisse le pouvoir au Nyctalope, c'est un super-héros de l'époque. Lui, son pouvoir est de pouvoir, comme son nom l'indique, le voir dans le noir. Le personnage, lui, a été créé pareil en 1910, je crois. Et donc, Léo Sinclair, le Nyctalope, est le protecteur de Paris. Donc on peut voir peut-être un peu la carte justement. On va regarder un petit peu la carte, tu vois, si on monte la carte. Donc là, Paris est sous la protection de Marie Curie, enfin était sous la protection de Marie Curie et maintenant est sous la protection de Léo Sinclair, le Nyctalope. À Londres, Andrew Giberne, c'est l'accélérateur, donc le fils de John Giberne qui était l'inventeur d'un sérum qui permettait d'accélérer. Donc Andrew est un ancien héros de la guerre de 14, un ancien héros de l'armée de l'air, et donc lui il protège Londres, hein, c'est une sorte de flash, hein, il court super vite, et puis donc ça ce sont les occidentaux, les démocrates. En face il y a les méchants, il y a Docteur Mabuse, qui était à Berlin, il a pris le pouvoir en Allemagne et en Autriche, et il a créé en 6 mois, sans qu'on sache comment, une cité dans les Alpes autrichiennes, Métropolis. La cité qui est apparue, sans qu'on sache exactement comment elle est apparue, une cité gigantesque et mystérieuse. On ne sait pas ce que Mabuse y prépare. Il est allié à Gog, qui est l'homme le plus riche d'Europe et qui est en Italie et qui a créé des brigades phalangistes. Et en Espagne, il y a la guerre d'Espagne qui s'est déclarée. Il y a eu un accident scientifique et il y a un soldat, enfin un officier, qui est devenu super, avec plein de super pouvoirs. Et évidemment, lui, il écrase les républicains. La guerre d'Espagne est en train de se terminer en septembre 1938. Les partisans sont quasiment liquidés. Et donc, c'est les 3 dictatures qui font front face aux démocraties. Et à l'Est, la solution auquel l'Ouest pense, c'est à Moscou.
Nous autres, donc Moscou, il n'y a pas eu la révolution soviétique telle qu'on la connaît. Ce qui s'est passé, c'est que Raspoutine, qui avait pris le pouvoir, est renversé par des scientifiques fous. Le docteur Moreau, qu'on connaît. Bien, parce que les scientifiques pas fous sont un peu chiants. Oui, voilà. Donc tu connais le docteur Moreau qui a fait les... Et donc tous ces scientifiques, voilà, ils ont tous un masque, etc. Ils ont pris le pouvoir. Mais ils n'arrivaient pas individuellement à prendre le pouvoir. Ils voulaient tous détruire le monde ou prendre le contrôle, mais ils n'y arrivaient pas. Donc ils se sont dit, on va se réunir, on va à Moscou, on renverse le pouvoir, on met en place un pouvoir soviétique avec ce qu'ils appellent le surhomme collectif, la notion de surhomme collectif. Et à la tête de tout ça, on nomme, donc ils ont des mécanoïdes, et on a un homme dans un robot, mais on ne sait pas si c'est on ne sait pas exactement qui il est. Hein. Donc c'est le fameux grand frère qu'on voit. Ouais, Staline. Alors est-ce que c'est Staline ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ou pas? C'est le propos de tout ça. En tout cas, c'est un grand stratège. Et donc nous autres, ils sont sous pouvoir soviétique. Et démocratie se retourne un peu... c'est en 1938, on a peur. On se méfie du pouvoir soviétique, mais en même temps, face au fascisme, la solution, ça peut être Moscou. Et donc, le début de l'histoire est là. Et puis, donc, c'est un contexte géopolitique réel, plus ou moins, qu'on a transformé avec tous les trucs fantastiques qui pouvaient exister, tous les méchants. Et c'est assez génial, parce qu'il y a un petit côté, on va dire, pas Jules Verne, mais... il y a des références à Jules Verne. Il y a des références, parce qu'il y a des robots, alors que ça n'existait pas, il y a tout un tas de trucs. Voilà, ils se sont permis des libertés qui sont vraiment, vraiment formidables, parce que ça donne un corps super intéressant. Et effectivement, quand on est amateur un peu de jeu de rôle, on a envie de jouer là-dedans parce qu'on a accès à une technologie qui est on va dire, pas bancale, mais presque. C'est-à-dire que pour avoir pratiqué le jeu de rôle moderne à la James Bond, bah voilà, au bout d'un moment, les smartphones, les machins, les trucs électroniques, les GPS, c'est chiant. Là, c'est rigolo d'avoir accès à une pseudo-science qui marche plus ou moins bien, mais qui peut fonctionner. Et ça permet d'englober cet univers, et on a vraiment envie d'y jouer. Parce qu'on déguise une réalité qu'on connaît. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui donne envie de jouer à un jeu de rôle. Alors je ne sais pas quelle est la mécanique, quel système, sur quoi ils sont pieds, on va présenter tout à l'heure le jeu de rôle. On caricature un univers réaliste, et avec lequel on va s'amuser avec des petites pistes fantastiques qu'on maîtrise et qu'on connaît tous. Et c'est ça qui est très amusant. Et sachant qu'il y a effectivement un travail d'écriture des auteurs, mais il se base aussi beaucoup sur la littérature de l'époque, parce qu'effectivement, toutes ces histoires de vampires, de super-pouvoirs, etc., étaient la littérature. On a totalement oublié qu'il y avait une capacité, à l'époque déjà, on est dans la période pulp, qui effectivement était très très créative. Et c'est pour remettre un peu l'objet un peu de la série, c'est aussi de remettre un petit peu en avant toutes ces créativités qui existaient effectivement dans les années 1910-1930. Alors du coup, la bande dessinée, quand on la lit, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais elle a un côté finalement assez difficile, on va dire, en termes de c'est verbeux, tout est très noyé, parce qu'au début, la narration est un peu complexe, parce qu'il y a des petits flashbacks, ça revient, on suit un personnage, un autre, c'est comme ces films, on va te décrire comme ça au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on installe une ambiance, ça va prendre bien un album ou deux avant de s'installer. Il y a déjà deux intros avant de rentrer dans l'histoire. Voilà, donc c'est un peu, c'est verbeux, tout ça noyé sous tous ces personnages célèbres. Pour reconnaître Breton et tout ça, faut déjà en avoir entendu parler, les surréalistes, tout ça. Si on ne sait pas qui c'est, comment, pourquoi, parce que ça, il y a des embrouilles à l'intérieur, des chapelles, des querelles de chapelles intellectuelles qui sont un peu décrites. Donc du coup, ça rend la bande dessinée un peu hard, je trouve. C'est pas une bande dessinée. C'est pas facile. C'est une bande dessinée, c'est une œuvre qui demande effectivement un investissement intellectuel. À lire, à relire, à comprendre, à chercher parfois si on n'a pas les références. Si on n'a pas les clés. Mais il faut savoir que il existait déjà quelque chose. C'était Alan Moore, le grand scénariste anglais Alan Moore, avait fait une série qui s'appelait La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Exactement, ça y fait beaucoup penser. Ça, on est sur la même référence, sauf que Moore, lui, s'était basé de la fin du 19e, puisqu'effectivement, on est plutôt sur la littérature fin 19e, alors que clairement, là, les auteurs font référence à la littérature début 20e. Et puis quand même, je le répète, avec un niveau de culture plus élevé que ce qu'on peut voir dans la Ligue des Gentlemen Cambrioleurs, c'est-à-dire les Gentlemen Cambrioleurs. Il y a des mots extraordinaires dedans. Il y a
Et le capitaine Nemo, tout ça, quoi. Enfin, c'est des trucs que tout le monde à peu près connaît. Là, c'est quand même un peu plus ardu. Là, effectivement, il faut connaître. Et ce qui est drôle, c'est que ça a un peu initié, enfin, je ne sais pas si c'est à l'origine, mais en tout cas, c'est parallèle avec un genre actuel. C'est que on redécouvre maintenant les romans fantastiques des années 10 à 30. Maintenant, les éditeurs traditionnels rééditent toutes les aventures de Nyctalope, tous ces personnages reviennent un peu, pas à la mode, mais en tout cas on redécouvre vraiment l'origine et Felifax, etc. Tous ces personnages-là cette littérature, cette écriture commence à réapparaître. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir des auteurs contemporains prendre ces univers, en faire quelque chose de personnel. Et là, on est aussi sur à la fois une création et en même temps un hommage, parce que l'objectif vraiment aussi a été de présenter, de faire découvrir ces éléments-là. Et effectivement, comme tu dis, il y a un rythme très particulier. C'est beaucoup des relations psychologiques complexes, des non-dits, des ellipses. Puis des phases de rêve, qu'il se passe des trucs un peu bizarres avec les gaz, tout ça, là. Avant de comprendre qui sont les brigades. Il y a des thématiques, il y a des thèmes qui ne sont pas simples, l'hypermonde. Voilà, c'est ça, il faut y aller. Mais bon, c'est très plaisant. En tout cas, l'univers est très plaisant. On a très envie de jouer dans cet univers-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Ça ne m'étonne pas, parce que je ne savais pas qu'il y avait le jeu de rôle. Tu es venu en disant, il y a le jeu de rôle. Et je comprends qu'on ait eu envie de faire un jeu de rôle sur ce truc, parce que c'est vraiment très très plaisant, quoi. Ça fait penser un petit peu à ce jeu de rôle qui se passait dans les années 20. Puis, alors, graphiquement, il y a aussi, il y a vraiment des vraies recherches graphiques de mise en page, mise en scène, travailler sur les couleurs. Les couleurs, voilà, on change d'univers en fonction des couleurs. Tout à fait. Donc là, il y en a 6 volumes. Il y a 6 volumes, c'est une histoire complète. En 6 volumes, on a les 6 histoires. Ce qui s'est passé, c'est que ensuite, il y a eu un autre album qui est sorti, L'Homme Truqué. Parce que là, parce que moi je me suis arrêté au 3. De 1 à 6. De 1 à 6, on a une histoire complète. On a une histoire complète et on s'arrête, effectivement, on comprend à la fin quelle est la finalité de Dr Mabuse, parce que justement, alors, on va parler. L'histoire, c'est quoi? C'est la Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique, il faut savoir que c'était, on dit une légende, puisqu'ils ont disparu depuis la mort de Marie Curie, justement, un peu même avant. La Brigade Chimérique, c'était 4 personnages qui sont apparus mystérieusement pendant la guerre de 14. Et qui sauvaient un peu tout le monde dans les tranchées, et puis qui après étaient les gardes du corps un peu de Marie Curie, parce que Marie Curie était sur les tranchées elle-même, et donc c'était un peu les gardes du corps. Et puis après la guerre de 14, la Brigade Chimérique a été justement un peu le fer de lance de Marie Curie quand elle combattait les super méchants de l'époque, les vampires, quand il y a eu les attaques de la Xénobite, le docteur Mabuse. Et donc c'était un vrai combat, et un jour ils ont disparu. Et Marie Curie étant décédée, Mabuse revient, et là devient de plus en plus menaçant. Il a fait l'Anschluss, il a récupéré l'Autriche, il a des vues sur Prague et sur la Pologne, sur Varsovie. Et donc là aussi, Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, donc la fille de Marie Curie et son mari, essayent, qui eux sont communistes, donc ont un problème avec le Nyctalope parce que justement lui se méfie d'eux, etc., vont essayer de réunir des forces pour lutter, pour savoir ce que prépare Mabuse, qu'est-ce qui se passe à Métropolis, et essayer d'empêcher la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est l'histoire, et à la fin, on comprend pourquoi les super-héros vont disparaître. D'accord. Alors après, c'est quoi ça? L'Homme Truqué, c'est un préquel qui a été publié quelques années après, avec les mêmes auteurs, toujours Lehmann et Jess. Là, l'héroïne, c'est Marie Curie, elle est vivante, donc ça se passe après la guerre de 14. Et donc, il y a un homme, elle se réinstalle à Paris. Et L'Homme Truqué, justement, c'est tiré d'une histoire de Renard, donc c'était une nouvelle fantastique de l'époque. Elle a l'Oculus avant que ça sorte. Voilà, qu'ils ont adapté. Et donc, c'est un personnage qui a été blessé dans les tranchées à la fin de la guerre de 14, qui a été enlevé par nous autres. Et lui, il avait été blessé au globe oculaire, il avait perdu ses yeux, et manifestement, nous autres, lui a installé une machine sur les yeux pour qu'il puisse voir dans le noir.
voir l'électricité, pardon. Il voyait l'électricité, D'accord. et donc il réapparaît et il s'aperçoit qu'effectivement une menace extraterrestre est à Paris. D'accord. Donc ça, pour lire ça, c'est un one-shot. C'est déjà avoir lu le reste. Pas obligatoirement, mais en tout cas c'est un one-shot. Il est un peu moins complexe que la série mère, mais il est très sympa. Et donc là, on est vraiment sur Dr X, etc. Ensuite, on va parler. Donc ça, c'est une nouveauté qui est chez Delcourt. Alors, et là, on est toujours sur les mêmes auteurs, Lehman, Jess et Delph, qui est le nouvel auteur. Alors ça s'appelle L'œil de la nuit, parce qu'initialement ça devait sortir en septembre sous le titre Nyctalope. Donc normalement c'est la jeunesse du personnage de Nyctalope. Finalement ça s'appelle L'œil de la nuit, et il ne s'appelle pas Léo Sinclair mais Théo Sinclair, parce que manifestement des ayants droit des auteurs, enfin de l'auteur original de Nyctalope se sont réveillés, personne ne connaissait, du coup ils demandent des droits. Okay. Donc du coup ça s'appelle plus L'œil de la nuit, le Nyctalope s'appelle L'œil de la nuit, et Léo Sinclair est devenu Théo Sinclair. Ouais, c'est ridicule. Mais bon. Et là c'est un début de série. C'est une nouveauté, on a la même équipe, c'est pareil, c'est un peu moins complexe, on est dans les années 1910. Vraiment la jeunesse du Nyctalope. Il y a Arsène Lupin, c'est pareil, on est encore sur la visitation, et donc c'est comment est-ce que le Nyctalope va devenir le personnage, qui est un jeune dandy scientifique, va devenir le personnage de super-héros qui voit dans le noir. Et c'est pas mal du tout. Et ça, c'est le jeu de rôle. Alors, ça, c'est le jeu de rôle. Donc c'est chez nos amis de Sans Détour. Tout à fait. Alors l'origine est assez particulière, parce que à la base, c'est un scénariste de jeux de rôle, Romain Duissier. Romain Duissier, qui est un grand fan de comics américains, de super-héros, etc., qui suit la bande dessinée et qui découvre par hasard le tome 1 de la Brigade chimérique quand il sort. Et pour lui, il a été biberonné à Marvel, aux super-héros des années 80. Et là, il découvre, en lisant La Brigade chimérique, il découvre tout cet univers et tous ces super-héros qui existaient. Il ne savait pas que chez lui aussi, en France, pour lui, il était loin de se douter que les super-héros étaient inventés en France. Qu'il y avait effectivement toute cette richesse de littérature fantastique. Et le tome 2, en plus, est sorti très rapidement après le tome 1, et puis le tome 3. Et là, il décide de contacter les auteurs de la série pour essayer de leur proposer de faire un jeu de rôle. Alors, par chance, il y a un des scénaristes, Fabrice Collin, qui a été scénariste de jeu de rôle, donc il savait de quoi on parlait, qui a trouvé l'idée excellente. Ils en ont parlé entre auteurs, ils étaient d'accord sur le principe. L'éditeur a été d'accord aussi, si bien que Romain Duissier, du coup... Alors, il n'avait pas d'éditeur à l'époque pour le projet, mais il avait l'accord des créateurs, de l'éditeur, etc., pour faire cet univers. Donc, le principe, il a fait... Donc, après, ils se sont mis, ils ont trouvé les éditions, effectivement, Sans détour, qui, quelque part, ils se sont effectivement montrés intéressés. Et par l'appel de Cthulhu, effectivement, on est toujours dans la littérature fantastique de la même époque, donc on va dire que c'est totalement cohérent par rapport à la ligne éditoriale. Et ils ont, en même temps que la série se développait en bande dessinée, ils se sont mis à l'écriture de cet album, qui est à la fois un livre de jeu de rôle, mais aussi une encyclopédie. Si tu n'as pas envie de jouer, tu l'achètes, et ça te résume, et tu peux faire C'est plus que ça résume, c'est que ça développe. Ça développe, d'accord. Ça explique beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de pages. Tu as beaucoup de choses. On va dire que c'est fait à la fois, le livre, il est fait à la fois pour les rôlistes et pour les fans de la bande dessinée, puisque ça développe et ça explique tout l'univers. Parce que là, on est sur un récit, une saga, sur laquelle les auteurs ne peuvent pas tout développer, entre autres sur certaines notions d'hypermonde, etc. Là, ils t'expliquent. Si bien que voilà, là, ils expliquent tout. Voilà, là, par exemple, c'est la superscience. On va t'expliquer ce qu'est la superscience. Voilà, les origines du golem, les différents âges, l'âge de la magie, l'âge du radium, l'hypermonde, le plasme, tout ça est expliqué et développé sur des principes qui ont été soit développés par les scénaristes, entre autres Serge Lehman. Et donc il y a tout simplement il y a une chronologie des événements avant l'album, et donc tout ça avec en plus des illustrations de Jess. Et bien sûr, des illustrations originales. Pour finir sur le plus important dans un jeu de rôle, c'est la feuille de personnage. Quand on voit une feuille de personnage, on sait si le jeu va être intéressant ou pas. Et là, a priori, on se fait pas chier avec des milliards
de calcul et de règles. Ça doit jouer au D6, manifestement. Hein, et il n'y a pas un milliard de trucs, a priori. Hein, et, ça doit donner une large part à la narration, je dirais. Donc, tu as beaucoup de narration. Donc, au départ, tu as justement donc la chronologie des événements qui se passaient. Les gens du voir, quand tu parlais, je l'ai fait défiler. Donc très bien. On a ensuite, après, le détail des cités. Et à chaque fois, par rapport à l'univers, par rapport à chaque cité, on a effectivement la fiche personnage. Qui est proposé. Donc on a les personnages de la série, puis après ils ont développé aussi d'autres personnages. Bien sûr, pour pouvoir complémentaires, il faut des trucs supplémentaires. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. C'est sorti quand ça? C'était sorti juste en même temps que la brigade, donc ça doit être 2000, pardon. Bon, c'est pas très grave, les gens chercheront c'est sur Internet. 2010-2012. De toute façon, c'est toujours disponible. Oui, c'est récent, et de toute façon, c'est toujours disponible, bien évidemment. Donc ils ont sorti l'encyclopédie. Ensuite, quelques temps juste après, ils ont sorti justement aussi, tu as un petit supplément. Il faut des scénarios et l'écran du maître, voilà, c'est obligé. L'écran, c'est important, puisque ça permet de jouer. Alors, il y a quoi là-dedans? Voyons voir pour les spécialistes, ici. Donc, les personnages, les actions disponibles. Oui, je sais bien ce qui me semblait. Il y a une table de résolution, a priori. Voilà, pour les dommages. Ça n'a pas l'air super complexe. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai découvert, moi je connaissais très très bien la bande dessinée, mais par contre je ne connaissais pas du tout le jeu de rôle. Et c'est par mon club, qui s'appelle la boîte à chimères. Ah ben oui, forcément. C'était pas associé, hein. Mais la boîte à chimères, régulièrement, ils jouent à la brigade chimérique. D'accord. Les rôlistes, il y a toujours des campagnes qui sont en train de faire, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Et ça, c'est les scénarios. Et donc moi, du coup, j'ai découvert, et quand j'ai découvert, j'ai dit mais c'est la règle. Intéressant. Non, là c'est la suite. C'est un petit. Non, la règle elle est dedans. Ah d'accord. La règle est dans l'encyclopédie. Ah d'accord, ok. Et là, c'est une extension qui a été faite, des scénarios supplémentaires avec des fiches de personnages supplémentaires. D'accord, ok. Ils ont développé quelques univers supérieurs. Fantomas. Voilà, donc tu as des scénarios, puisqu'on développe toujours on s'est toujours associé à la littérature. Parce que la brigade chimérique, il faut savoir que, alors, donc au niveau du jeu de rôle, ils sont basés sur trois univers. Déjà, l'univers de la bande dessinée, l'histoire par elle-même. Ils sont aussi influencés par la littérature, les histoires de la littérature d'origine, et puis aussi les événements historiques, les événements forts, la cagoule, qui n'a pas besoin d'être romancé. C'est-à-dire que tu prends des personnages, des réels forts, et tu en transformes, ils en ont fait des scénarios, des mises en situation, etc. Okay. Donc ça, c'était une extension au conflit du merveilleux scientifique. Donc là, et là, il y a aussi des références à Jules Verne et tout ça. Et puis, La Grande Nuit, qui est quelque part la finalité. Ils ont bouclé la boucle, et c'est leur finalité, vraiment des auteurs. Qui est une très grande campagne, donc ils sont très très fiers. C'est une campagne complète avec... On va passer vite pour pas que les joueurs lisent. Voilà. Parce que le propre des campagnes, c'est les joueurs ne doivent pas les... Oui. Le maître de jeu qui va la lire. Ok, donc une vraie campagne complète, là, très longue. Là, c'est une campagne complète. Je ne sais plus combien de scénarios, combien d'éléments il y a. Ça va être assez long là, vu comment c'est épais. Voilà. Ok. Donc tu es vraiment sur quelque chose de très 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 complet. Et ça a bouclé pour eux, ils ont fait le total, la totale par rapport à cet univers. Donc pour les jeux de rôle, pour les rôlistes, franchement, moi je sais que les rôlistes de la chimère, oui, je te dis, moi ça fait 2 ans que je les connais, ça fait 2 ans que je les vois jouer à ce jeu sans se lasser jamais. Et en plus après, tu peux créer aussi, tu peux t'influencer d'autres univers fantastiques, bien sûr, ça n'a pas de de la même époque, en comics, etc., pour rajouter leurs personnages. Ok, voilà. Donc j'espère que vous a donné envie en tout cas de feuilleter les premiers épisodes, sachant quand même, je le répète, que c'est quand même d'un niveau assez ardu au niveau des connaissances, etc. Mais nous savons que les internautateurs et internautatrices de Trick Track sont des gens qui ont un niveau culturel assez... on est là, nous. Et même, c'est une littérature qui fait évoluer. Oui, bien sûr, voilà, tu découvres. Voilà. Alors accrochez-vous au départ, parce que ça part, le premier volume, voilà, on est là, on est intrigué par l'univers, on se dit, waouh, c'est marrant. Le deuxième est pareil, on commence à se remplir le cerveau de tous les personnages, mais après, bon, ça part, on n'a qu'une envie, je vous dis, c'est pratiquer ça en jeu de rôle. Ça se trouve toujours dans toutes les bonnes boutiques. Alors maintenant, il existe une intégrale. Je ne sais pas si les albums individuels se trouvent encore, mais par contre, il existe effectivement une intégrale à 35 €, voilà, qui est chez l'Atalante. Okay. Donc voilà, ça se trouve toujours. Oui, on va dire que c'est devenu une sorte de
presque classique maintenant. Ouais, j'imagine, En tout cas, il y a eu un vrai beau bouche à oreille. Et je pense que c'est quelque chose qui peut. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les auteurs maintenant utilisent un autre personnage qui s'appelle Nyctalope pour en faire une continuité. Ça signifie forcément. Clairement, l'œuvre, elle reste pas, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Elle va rester un peu, je pense, dans les classiques de la bande dessinée. Et voilà. Si vous voulez savoir comment les super-héros américains ont été inventés et pourquoi les super-héros européens ont disparu, c'est là-dedans, dans ces 6 petits volumes. Merci Christophe. Merci à bientôt toi. pour un autre strip track où on parlera peut-être d'autres choses, en tout cas de bande dessinée. Ouais. Jenny Reich.